Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du grenier. Petit singe, marmotte et poule de cristal vous salue. Et on va voir aujourd'hui pourquoi la guerre finalement elle pourrait être possible. Et c'est une question qui est fondamentale à se poser. Je m'explique. On dit la guerre est impossible. Et pourquoi ceux qui pensent que la guerre est impossible pense-t-il qu'elle est impossible? Et c'est très important d'étudier et d'analyser pourquoi ceux qui pensent que la guerre, qu'ils pensent impossible, ils la pensent impossible, et à partir de ces raisons-là, voir si, d'un point de vue analytique, elles tiennent la route. C'est hyper important et c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans ce JT réalisé sans montage, sans trucage. Alors, ici, pas la prétention de vous dire que c'est ce qui va arriver et que c'est la vérité. Simplement, l'importance d'avoir une analyse qui est factuelle et qui n'est pas basée sur des croyances qui peut-être étaient vraies mais ne sont plus vraies parce que tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe va plutôt dans le sens de la guerre que dans le sens de la paix. Et vous savez ce que je dis et je répète depuis maintenant 2 ans, puisque c'était le 24 février 2022 que la Russie envahissait l'Ukraine, il n'y a pas de petite guerre en Europe, ça n'existe pas, historiquement ça n'existe pas. Alors, pourquoi vous parlez de ça aujourd'hui? Bien évidemment en raison des derniers propos tenus par le président de la République Macron, Emmanuel Macron, qui affirme, donc ici à capture d'écran BFM, que l'envoi de troupes occidentales au sol ne peut être exclu. Alors là, tous les exégèses et les commentateurs, mais peut-être qu'il n'a pas voulu dire, mais peut-être qu'il a voulu dire ça, mais peut-être qu'il a... Bon, voilà. Et le lendemain, il précise, tous mes mots sont pesés et mesurés, et donc on peut reprocher tout ce qu'on veut à Macron, et soit dit en passant, on ne peut pas me taxer de macronphilie. Il n'en demeure pas moins que Macron dit à peu près ce qu'il pense et dit à peu près la vérité sur ce qu'il souhaite faire et sur ses intentions. Il masque assez peu les choses, pouvons-nous dire, de manière là aussi relativement objective. Ça, après les déclarations de Macron, alors on a dit oui, les Américains ont dit c'est pas question, les Espagnols ont dit c'est pas question, les Allemands ont dit c'est pas question, donc en fait ce qu'il a dit ça vaut pas. Je vous renvoie ici, tout ce que j'ai dit est pesé et mesuré. Donc c'est pesé, mesuré, moi je vous le dis autrement, ça a été préparé, c'est Macron qui s'y est collé, mais là aujourd'hui vous avez eu Lloyd Austin qui est le ministre de la Défense américain, le secrétaire d'État à la Défense, qui a dit franchement si l'Ukraine perd, je crois vraiment que l'OTAN entrera en guerre contre la Russie. Ce n'est pas une petite déclaration avec des mots pas très pesés ou inventés sortis du chapeau de la part du secrétaire d'État à la Défense américain. Souvenez-vous, ce qu'on nous dit et ce qu'on nous répète depuis le début, c'est la Russie ne doit pas gagner en Ukraine. Si la Russie ne doit pas gagner en Ukraine, ça veut dire que l'Ukraine ne peut pas perdre. Je pense que d'un point de vue analytique, on est tous d'accord. Si la Russie ne doit pas gagner, ça implique que l'Ukraine ne peut pas perdre. J'ai pas dit que l'Ukraine devait gagner et battre la Russie. J'ai dit que l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Il a toujours été dit aussi donc que la Russie ne pouvait pas gagner. Mais que se passe-t-il si l'Ukraine, excusez-moi, que se passe-t-il si l'Ukraine ne peut pas tenir? Question intéressante. Vous avez la Corée du Nord qui vient d'envoyer 3,5 millions d'obus de 155 mm à la Russie, alors que nous peinons péniblement à fabriquer 10 000 obus par mois en France. Donc soit nous acceptons la défaite de l'Ukraine, soit nous entrons en guerre à ses côtés. Tout en sachant que là, a priori, l'Ukraine a beaucoup plus un problème de munitions et de matériel qu'elle n'a un problème de quantité de soldats. D'après ce qu'on veut bien nous dire, ce qui est évidemment, vous savez ce qu'on dit en cas de guerre, la première victime, avant toutes les autres, c'est la vérité. Alors,
Ce que je voulais partager avec vous comme réflexion, ça part d'un bouquin de Jean-François Kahn, qui est un vieux bouquin. Tout change parce que rien ne change, c'est une théorie sur l'invariance. Comme ça peut paraître pompeux, mais c'est très intéressant. En fait, on a tous l'impression qu'il y a un certain nombre de choses qui ne changent pas. En fait, on ne voit pas le changement. On vit dans notre présent, et notre présent, le passé n'existe plus, le futur, demain, n'existe pas encore. Et donc, on vit dans un espèce de présent, c'est-à-dire dans une forme de présent éternel. Et donc, tout ce qui est a été et sera toujours. Or, évidemment, rien n'est plus faux. Cette manière que nous avons de vivre dans le présent, qui n'est pas du tout ni un jugement ni un reproche, c'est une constatation factuelle, ça fait qu'on a un problème de perception de changement. Et donc, il faut comprendre cette théorie des invariances. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui ne changent pas. Et pourtant, elles ont changé, mais on ne s'en est pas encore rendu compte, ou on n'a pas mesuré le changement qui avait eu lieu, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas perçu, on ne l'a pas encore peut-être subi. Là, en l'occurrence, comme on parle de guerre, effectivement, on ne l'a pas encore subi. Et donc, il faut analyser ce qui, dans ce qu'on a l'impression qui est permanent, a pu changer. Nous avons l'arme atomique depuis 1945, Hiroshima-Nagasaki. Nous vivons sur l'idée de la bombe nucléaire a été utilisée ces 2 fois, Hiroshima-Nagasaki, plus jamais après, parce que c'était trop horrible, et donc elle ne le sera plus jamais. Et ça, c'est globalement le point de départ de tous ceux qui vous disent que la guerre n'est pas possible entre grandes puissances nucléaires. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est la destruction mutuelle assurée. Et donc, s'il y a une destruction mutuelle assurée, eh bien, il n'y a aucun intérêt évidemment à se faire la guerre, puisqu'il n'y a aucun vainqueur, il n'y a que des perdants. Ça, c'est la croyance sur laquelle nous avons vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre froide, puisque l'URSS et donc le pacte de Varsovie d'un côté, l'OTAN de l'autre côté, c'est-à-dire nous, on s'est observé en chien de faïence, crise des missiles de Cuba, blocus de Berlin, je ne vous refais pas toute l'histoire que vous avez pu voir dans les livres ou à l'école. Il n'en demeure pas moins que nous n'avons jamais utilisé l'arme atomique. Pourquoi ? Parce que c'était la peur de la destruction mutuelle assurée. Imaginons que cette peur ait disparu, voire mieux, imaginons que le bénéfice-risque d'une guerre soit radicalement changé par rapport à notre croyance, par rapport à ce que l'on croit être invariant, qui est la peur de la destruction mutuelle assurée. Imaginons un seul instant, pour des raisons purement analytiques, que la destruction mutuelle assurée ne fasse plus peur, pour plein de raisons qu'on va détailler ici. Enfin, je ne vais pas les détailler, je vais vous poser un certain nombre de questions. Et si nous étions trop nombreux sur Terre, ce qui fait peur dans la destruction mutuelle assurée, c'est évidemment la perte de population. À 8 milliards d'habitants sur la Terre, quand vous lisez un certain nombre d'articles, quand vous entendez un certain nombre d'écologistes, qui peuvent aller assez loin dans leurs propos sur on est trop nombreux, la population humaine est le cancer de la Terre, si l'homme n'était pas là alors, il ne faut plus avoir d'enfants, etc. Bon, moi, je me dis, tiens, finalement, destruction mutuelle assurée, ça ne ferait pas peur à un certain nombre de gens. Là, on a une invariance, ce qu'on croyait être invariable, qui bien entendu vient de varier. On pourrait même dire qu'on est trop nombreux, c'est un problème, et donc si on est trop nombreux et que c'est un problème, si on était moins nombreux, ce ne serait pas grave, et si on est moins nombreux à cause d'une guerre, ma foi, pourquoi pas, finalement. C'est très important, voilà typiquement une invariance qui vient de varier. Et l'importance de cette variation, elle est évidemment considérable dans le risque d'une guerre. Et si nous étions au bout des ressources de la planète, je vous renvoie, tiens, par exemple, au hasard à Yves Cochet, sur de l'Institut Momentum, qui vous parle de l'effondrement. Vous pouvez taper Institut Momentum, Yves Cochet, rapport Biorégion 2050, et qui explique, c'est un dossier qui a été fait pour Île-de-France Mobilité, et qui explique que l'effondrement va avoir lieu dans la décennie 2020-2030, globalement aux alentours de l'année 2025, plus ou moins quelques années,
et qu'il n'y a pas à chercher à augmenter les capacités de transport en Île-de-France, puisque c'est Île-de-France Mobilité, puisque l'Île-de-France va passer de 10-12 millions d'habitants à 1 million d'habitants. On lui répond comment ça se fait et pourquoi? Parce qu'il va y avoir un effondrement lié aux ressources énergétiques, aux ressources naturelles, et donc les gens vont quitter les villes. Ah bon, tous? Non, pas tous. Il y en a quelques millions qui vont pouvoir aller en province et quitter les villes à temps. Et puis qu'est-ce qui arrivera aux autres? Les autres vont mourir. Combien? À peu près 6 millions. Donc, si nous étions au bout des ressources de la planète, et si nous étions finalement déjà morts, eh bien évidemment, on aurait une invariance qui viendrait de varier de manière considérable, et la peur de la destruction mutuelle assurée ne ferait plus peur, puisque de toute façon, la destruction va arriver par manque de ressources, de médicaments, d'alimentation. Donc finalement, peut-être qu'une guerre nucléaire serait même le moyen d'abréger d'horribles souffrances environnementales. Qui sait, ça serait peut-être même altruiste, que dis-je, humaniste, que de tuer tout le monde dans un immense barbecue sans souffrance. Et si nous savions qu'il n'y aura plus assez de travail pour tous? Voilà une autre invariance, puisque tout notre monde est construit autour du travail comme manière de répartir la création de richesse et de créer de la richesse. Je travaille, je transforme, je perçois par mon travail une partie tout ou partie de la valeur créée. Imaginez un monde sans travail, un monde où on ne peut pas occuper les gens, un monde où on donne de l'argent comme ça, c'est pas si simple. Finalement, là, il y a une notion d'être surnuméraire, on est trop nombreux, l'intelligence artificielle qui arrive, la robotique qui arrive, bref, on n'a plus autant besoin de bras, de main-d'œuvre, de mains. C'est d'ailleurs le modèle japonais. Ils ne font pas appel à l'immigration pour soutenir la population japonaise qui décroît de manière significative depuis déjà plusieurs années. Et eux, de toute manière, ils considèrent qu'il n'y a pas besoin d'augmenter la population. Ils peuvent être en décroissance démographique, en contraction démographique, puisque de toute manière, ça n'empêche pas les gains de productivité, la productivité qui va être réalisée par les machines, par les robots, etc. Et si les transhumanistes, par exemple, avaient déjà décidé pour nous qu'il fallait qu'on soit des hommes améliorés, des hommes pucés, connectés, comme Elon Musk avec Neuralink, vous avez dû entendre cette histoire d'implants dans le cerveau, vous avez finalement des implants dans le cerveau, des progrès médicaux qui vont faire que notre espérance de vie va passer à 140 ou 150 ans, peut-être même 2 siècles. Je vous renvoie au film Time Out, par exemple, où la monnaie devient le temps, film de science-fiction très intéressant à regarder. Eh bien, on se rend compte qu'on a peut-être une invariance qui vient de considérablement varier. Pourquoi? Parce qu'on est bien trop nombreux pour pouvoir implémenter ces technologies auprès de tous et permettre à 8 milliards d'habitants, peut-être 10 milliards demain, de vivre carrément 2 fois plus longtemps. Bref, pour vivre heureux et pour vivre longtemps, vivons moins nombreux. Voilà une invariance qui viendrait de varier de manière significative et qui rendrait la guerre sacrément plus désirable, puisque la peur de la destruction mutuelle assurée de moins en moins importante et prégnante. Et si les radiations n'étaient pas aussi dangereuses que ce que l'on croyait, je vais vous en parler après, gardez cette question en tête, je vais vous illustrer l'exemple après. Et si nous avions impérativement besoin des ressources naturelles russes à nos conditions, d'accord? Puisque si on est dans une raréfaction des ressources, eh bien vous avez qu'à regarder la carte du monde et vous avez en Russie un immense espace qui regorge de matières et de ressources naturelles, de l'énergie bon marché, tous les minerais précieux, semi-précieux, très utiles et tout ce qu'on veut. Et bien évidemment, encore faudrait-il que les Russes aient la gentillesse de les partager avec nous à nos conditions, et si ce n'est pas à nos conditions, eh bien s'il y avait un changement de régime pour que ce régime nous soit plus favorable et nous donne, nous vende aimablement toutes ces matières premières à nos conditions, ça nous serait fort agréable. D'ailleurs, si faire dérailler la Russie, qui alimente la Chine en matières premières, puisque la Chine c'est 1,5 milliard d'habitants avec pas grand-chose, eh bien si vous n'avez pas l'énergie russe, si vous n'avez pas les matières premières russes, les usines chinoises auront beaucoup de mal à tourner, les Chinois auront beaucoup de mal à s'alimenter. Bref, faire dérailler la Russie, c'est évidemment considérablement affaiblir la Chine sans avoir à se battre contre elle. Et si un hiver nucléaire, tiens, autre invariance qui pourrait varier
et dont la variation aurait des conséquences considérables. Et si un hiver nucléaire était la solution pour faire baisser les températures, alors tapez cette question sur Google et vous verrez que je ne suis pas le seul à vous la poser, et que bien d'autres se le sont déjà posés et ils ont déjà mesuré, quantifié l'augmentation des températures moyennes actuellement, et puis évidemment la diminution des températures qu'entraînerait un petit hiver nucléaire lié à l'échange de quelques bombes atomiques. Oh, écoutez, ça colle pile poil, 1 + 1,5 - 1,5 = 0, la tête à Toto, ça serait vraiment parfait pour mettre fin au réchauffement climatique. Voilà une bonne raison, en tout cas, de ne plus exclure, alors qu'on est beaucoup trop nombreux, le fait de se détruire mutuellement un bon coup, ça pourrait faire du bien. Et si la guerre était la solution pour un grand reset de la dette, mais pour un grand reset économique, demandez à Klaus Schwab dans le forum de Davos et ses shapers, donc vous savez que les membres de la communauté davosienne, les membres du forum économique, le World Economic Forum, le WEF, sont appelés les shapers, et donc to shape c'est façonner, donc c'est les façonneurs du monde nouveau. Voilà, c'est bon, quand on veut façonner un monde nouveau, quand on veut façonner un homme nouveau, quand on veut façonner un homme amélioré, transhumanisté, bon, je me dis que la destruction mutuelle assurée n'est peut-être pas quelque chose qui soit aussi effrayant pour tous ces gens qui se construisent des bunkers, et je vous ai expliqué ça dans une vidéo précédente, et vous pouvez regarder la vidéo sur les bunkers. Regardez, je vous disais, donc tout ça, je l'illustre évidemment dans un dossier, je vous en reparlerai, mais et si les radiations n'étaient pas aussi dangereuses que ce que l'on pense, et si la croyance de la guerre impossible était justement liée à l'erreur d'analyse de tous, et une erreur d'analyse, c'est par exemple de croire que les radiations, les retombées radioactives, c'est vraiment très très compliqué, qu'on ne peut pas s'en remettre. Et regardez ce titre d'un grand média suisse, Tchernobyl, une zone d'exclusion pour 24 000 ans, où la vie a repris. Vous avez plein d'autres articles, et puis aujourd'hui vous avez du tourisme qui se fait aujourd'hui à Pripyat. Donc là, ce que vous voyez, c'est la ville de Pripyat. Ça se voit sans doute pas bien à l'écran, mais là, la petite tache que vous devez voir ici, c'est le sarcophage du fameux réacteur de Tchernobyl qui a sauté. Donc on voit la proximité entre Pripyat et évidemment la centrale nucléaire. Aujourd'hui, vous pouvez vous promener dans les rues de Pripyat, vous n'allez pas mourir dans d'horribles souffrances avec des furoncles verts fluorescents qui vont vous pousser dessus. Finalement, on est en train de se rendre compte avec Fukushima, avec Tchernobyl, mais aussi avec Hiroshima, qui aujourd'hui est une ville habitée, que peut-être que le nucléaire n'est pas aussi dangereux dans la durée que ce que l'on pensait. Et finalement, là aussi, c'est une invariance dont la variation peut avoir des conséquences incroyables, puisque si on a moins peur d'utiliser cette arme, bien évidemment, on risque de l'utiliser. Alors, je rappelle que si nous n'avons pas utilisé cette arme, c'est pas parce qu'on était gentils. La preuve, les Américains l'ont utilisée à Hiroshima et à Nagasaki. On ne l'a plus utilisée depuis parce qu'elle faisait peur à tout le monde. Voilà. C'est la seule raison rationnelle pour laquelle nous ne l'avons pas utilisée. Imaginez un seul instant, et c'est pour ça que c'est fondamental d'analyser ça. Imaginez un seul instant que ça ne fasse plus peur, alors la probabilité d'une guerre, y compris nucléaire, change de manière radicale. Et le raisonnement qui consiste à dire on ne se fera pas la guerre parce que c'est la peur de la destruction mutuelle assurée, si on n'a plus peur de cette destruction mutuelle assurée, si on n'a plus peur de cet hiver nucléaire, si on n'a plus peur de perdre des milliards d'habitants, si on n'a plus peur de tout ça, ce qui était rendu impossible avant par cette peur est rendu possible demain par l'absence évidemment de cette peur. Voilà une invariance qui, en variant, change considérablement la lecture qu'on peut avoir du monde et des risques potentiels et associés. En conclusion, la destruction mutuelle assurée ne fait plus peur,
Et vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce type d'analyse. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas de dire c'est ce qui va arriver, on va tous mourir, soit dans d'atroces souffrances climatiques, soit dans d'atroces souffrances thermonucléaires. C'est que simplement en termes d'analyse, on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que les risques ou la manière dont on aborde la situation, cela vient de considérablement changer. D'un point de vue analytique, il est indéniable que les opinions publiques sont préparées à la guerre, et c'est ce qui vous arrive depuis 2 ans globalement, c'est ce qui nous arrive et ce que nous subissons à longueur de médias, d'heures, de JT, etc. Sur nos différentes chaînes. Que nous allons toujours plus loin dans le soutien à l'Ukraine, puisque maintenant on a livré des armes défensives, puis après des armes offensives, puis des armes à courte portée, puis à plus longue portée, puis finalement on va mettre des hommes, mais enfin pas n'importe quels hommes, on va les mettre en défensif, et puis après on mettra les hommes en offensif. Bon, vous voyez, tout ça, ce sont les processus, les mêmes processus itératifs qu'on a partout. Vous prenez l'assurance chômage, je te retire un peu, beaucoup, passionnément, plus du tout, puis à la fin, il te reste plus rien. D'un point de vue analytique, vous savez, c'est l'histoire de la petite grenouille, c'est l'histoire de la petite grenouille qui baigne dans sa... on la commence par la mettre dans de l'eau froide dans une casserole, et puis si évidemment on la mettait directement dans l'eau bouillante, elle ressauterait fissa de l'eau bouillante pour pas être petite grenouille bouillue, petite grenouille foutue. Donc là, les processus itératifs, ils servent à ça, ils servent à masquer le changement justement, à vous rendre le changement non visible, et donc vous faire croire que tout change parce que rien ne change, comme disait Jean-François Kahn. C'est une invariance, ça ne change pas. Et pourtant, sous des aires de stabilité, vous avez des variations significatives. D'un point de vue analytique, les médias véhiculent un discours très martial, de plus en plus guerrier, et les courants pacifistes sont globalement totalement absents, et si vous osez parler de paix, vous êtes au mieux un pro-russe, au pire un traître à la nation fasciste xénophobe. La guerre ne semble plus faire peur, et quand la guerre ne semble plus faire peur, et bien évidemment la guerre devient possible, elle devient envisageable. On quitte le domaine de l'impossible pour entrer évidemment non pas dans le domaine du probable, mais dans le domaine de l'envisageable. Et donc effectivement, avant, la guerre ne pouvait pas être envisagée, elle n'était même pas envisageable, on en avait trop peur. Aujourd'hui, quelque chose de suffisamment important a changé pour qu'on n'en ait plus aussi peur et qu'on vous en parle autant. Et là, je vous ai listé ici quelques-unes de ces invariances qui ont varié et qui font que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Et encore une fois, c'est très important de comprendre et d'analyser pourquoi elle ne fait plus peur et ce que cela peut changer. Et cela va le changer en mal, vous l'avez compris, puisque ça implique que la guerre devenant possible, eh bien ça devient un scénario clairement envisageable. Et dans ce scénario clairement envisageable, eh bien la question qui se pose, vous savez, on parle du burning rate pour les entreprises, pour les startups, c'est le taux de brûlage de l'argent qu'elles ont levé. Donc une entreprise qui a levé 12 millions d'euros et qui brûle 1 million d'euros par mois, eh bien elle a 12 mois devant elle. Eh bien vous avez un burning rate dans les guerres, mais ce burning rate dans les guerres, c'est pas des dollars qu'on mange chaque mois, ce sont des hommes. Alors c'est combien? C'est 100 hommes par jour, 1000 hommes par jour, 10 000 hommes par jour. Les guerres sont des mangeuses, des immenses mangeuses d'hommes. Souvenez-vous de toutes les grandes guerres, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, Verdun, le chemin des dames, et quand vous vous promenez partout en France, eh bien, si vous rentrez dans n'importe quel cimetière, vous allez voir le nombre de noms sur les monuments aux morts. Donc, tout ça, ce n'est pas une certitude, bien évidemment, mais c'est une analyse démontrant que la guerre est possible parce que tout a changé. Et je voulais partager ces quelques considérations avec vous, que le nucléaire ne fait pas peur depuis que Hiroshima est habitable, que Tchernobyl pourrait être réhabité, enfin Tchernobyl est réhabité, c'est Pripyat qui ne l'est pas, et que Fukushima n'a pas tué tous les Japonais. Le ratio bénéfice-risque d'une guerre, même nucléaire, a totalement changé. Et donc, peut-être qu'on est dans une situation où finalement, beaucoup de ceux qui nous dirigent,
y verrait plus de bénéfices que de risques. Et si nous arrivons au bout des ressources naturelles et qu'il faut faire décroître la population plus vite que prévu, eh bien ça, c'est des questions que certains se posent. Vous pouvez regarder, il y a plein d'articles là-dessus. Eh bien, on est dans un contexte où nos pulsions mortifères pourraient l'emporter sur nos pulsions de vie et donc les pulsions guerrières l'emporter sur les pulsions de paix. C'est très important, c'est le dossier du mois de février qui est donc dans les espaces lecteurs pour les abonnés à la lettre stratégie. Et si l'erreur d'analyse, c'était de croire que justement la guerre était impossible, et donc forcément, si elle est possible, il y a quelques petites mesures à prendre, et quelques petites choses à faire. Même encore une fois, on va espérer que cette analyse ne devienne pas autre chose qu'un scénario d'école. On va espérer que ça ne devienne pas évidemment une réalité. Surveiller, écouter les évolutions dans le discours dans ces prochains jours. On est clairement à un croisement entre aller vers une solution négociée. Vous savez que si jamais l'Ukraine a des difficultés sur le terrain militaire, eh bien vous aurez deux solutions. Soit nous aidons plus l'Ukraine, quitte à s'engager militairement plus en avant, et donc on va aller vers plus de guerre. Soit nous avons une solution négociée, et à ce moment-là, c'est non pas plus de guerre, mais de la paix avec une solution négociée. Aujourd'hui, je n'entends pas parler de négociation, je n'entends pas parler de pourparlers de paix, je n'entends pas parler ou même évoquer le fait qu'on pourrait négocier quoi que ce soit avec la Russie. C'est pas un jugement, je suis pas en train de vous dire je suis pour, je suis contre, même si je suis contre la guerre. Je vous dis factuellement, je n'entends pas parler de paix, donc si on n'entend pas parler de paix, alors a priori, on va aller vers plus de guerre. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce stade de la situation et du raisonnement et de l'analyse qu'il faut avoir des choses. Le pire n'est jamais sûr, mais pourtant le meilleur n'est jamais certain non plus. Donc soyons prudents dans notre manière d'analyser les choses. Il y a une manière d'analyser la situation qui permet de dire et de démontrer, et c'est tout le boulot que j'ai fait dans le dossier qui est là, que la guerre ne fait plus peur comme avant, et le fait qu'elle ne fasse plus peur comme avant, eh bien, ça la rend possible. Et l'erreur d'analyse fondamentale, c'est de croire de base qu'elle est impossible. En fait, on pose le postulat, c'est pas possible. Et oui, mais c'est pas possible. L'histoire de l'humanité est faite de ce n'est pas possible, de cet impossible qui sont devenus évidemment possibles et réalité, que ce soit nos exploits comme nos drames. Voilà, donc si ça vous a plu, petit pouce, partage, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous abonner à la chaîne, etc. etc. Bonne réflexion, n'hésitez pas à poursuivre les échanges dans les commentaires, toujours s'il vous plaît avec une infinie bienveillance. On est dans une situation qui est compliquée. Et donc, bien entendu, l'humaniste que je suis ne peut être que profondément attristé de voir toutes ces vies gâchées, que ce soit des vies de jeunes Ukrainiens ou de jeunes Russes. Ce sont des mamans qui pleurent à chaque fois. Et si demain, on devait envoyer des jeunes Français, puisque ça, c'est ce qui nous concerne le plus directement, mais de façon générale, des jeunes de tous les autres pays de l'OTAN et du camp occidental, eh bien, ce serait autant de familles endeuillées. Et donc, c'est une funeste perspective qui, je l'espère du fond du cœur, encore une fois, ne restera qu'à l'état de scénario et qu'à l'état d'analyse que j'espère fondamentalement erroné, mais pourtant quelque chose me dit au niveau de mes petites poules en cristal et de mon petit doigt que c'est loin d'être si simple que ça. Allez, à très bientôt les amis, et j'espère que la prochaine vidéo, ce ne sera pas pour dire qu'on a envoyé des troupes et qu'on est en guerre avec la Russie. Prenez bien soin de vous, à dimanche prochain. Salut les amis.